Alors, on va commencer cette table ronde avec vous, Julien. Donc, Julien, L'Oréal est un acteur particulièrement avancé sur le sujet de la data collaboration. Et d'ailleurs, Asmita, votre Global CDMO, avait été la grande marraine, le grand témoin de notre dernier Data Collab Summit en juin dernier. Alors, est-ce que vous pouvez nous retracer les grandes étapes de l'histoire de L'Oréal sur le sujet de la data, du CRM, de la data collaboration ? Oui, avec plaisir. D'abord, je voulais juste vous dire merci. C'est hyper enrichissant de voir les progrès de chacun sur les sujets qui nous animent, le retail média, mais pas que, parce que finalement, je trouve que depuis le début d'après-midi, on parle de données consommateurs. C'est rassurant aussi parfois de voir qu'on partage les mêmes challenges. Donc, merci d'avoir organisé ça. Et avec plaisir pour vous donner un petit peu plus de visibilité sur ce que nous, on a fait et qu'on accélère chez L'Oréal. Je pense qu'on peut avancer de 2 slides. Pour avoir un petit visuel. En fait, je pense que tout est parti d'une observation, même le suivant si vous voulez bien, merci. Tout est parti d'une observation assez simple qui est de se dire L'Oréal, leader de la beauté, on a un portefeuille de marques significatif, des niveaux de pénétration importants de ces mêmes marques et une accessibilité à notre data assez importante puisqu'on opère sur 4 grands business models. Donc on a aussi cette richesse de données entre guillemets à notre disposition puisqu'il faut quand même travailler pour aller la chercher. Et donc en fait on s'est dit à partir de là, comment peut-on faire pour accélérer la circulation de nos consommateurs entre nos marques, entre nos divisions, enrichir les profils beauté consommateurs, puisque finalement mieux les connaître ça permet de mieux les servir et puis bien sûr d'aller chercher de la valeur pour nous. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a mis en place depuis un certain temps. Sur la gauche du slide on voit quelques bien sûr sources d'acquisition de données, d'abord la nôtre en premier lieu, mais aussi c'est un petit peu le sujet de cet après-midi, tout ce qui touche à la 2P, donc qu'elle soit retailer ou publisher, et on fait déjà des choses très sympas et on en aura des exemples tout à l'heure. On travaille aussi d'un point de vue plutôt CMI pour essayer de qualifier un petit peu mieux nos bases de données, mieux comprendre finalement quels sont ces consommateurs. Au centre de tout ça, on a bien sûr toute une tech stack, mais spécifiquement, on a un partenariat Cleanroom avec LiveRamp. Donc c'est vrai que j'ai Stan dans mes favoris de répertoire, surtout ces derniers temps. Et puis bien sûr, on fait tout ça pour plusieurs choses, pour sortir de l'inside business, mais vraiment avec une volonté d'avoir, je dirais, la donnée conso au service du business. On a tout un tas de grandes questions qu'on se pose chez L'Oréal, bien sûr, tout le temps, comment driver de l'incrémentalité sur nos catégories, etc., etc. Et j'ai vraiment à cœur de vouloir mettre la donnée consommateur que l'on peut récupérer au service de toutes ces questions business. Donc voilà, on fait ça pour ça. On a beaucoup travaillé ces dernières années. Si on avance sur le second slide, ça va nous donner une petite vue d'ensemble, je dirais, des 4 grands piliers qu'on a mis en place, qu'on a structuré ces dernières années. La première, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup accéléré l'acquisition de données propres, donc la donnée first party, via tout un tas de sources d'acquisition. On travaille énormément à avoir le bon mix de sources d'acquisition, d'ailleurs. Ça, c'est très important pour nous. Ça varie d'un marché à l'autre, donc c'est assez intéressant à bosser. Un gros partenariat, évidemment. Alors, j'ai écrit légal, j'aurais dû mettre même data privacy, que j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais je pense que tout le monde fait face au même challenge à ce niveau-là. Par ailleurs, intellectuellement, je trouve ça quand même passionnant, même si ça reste challenging. C'est des vraies questions qu'on se pose au quotidien et c'est très stimulant de travailler là-dessus. Toute la partie tech, bien sûr, donc j'ai mentionné LiveRamp, qui est évidemment un enabler clé de tout ce qu'on fait, et on en aura un exemple tout à l'heure. On a aussi tout un tas d'autres outils avec lesquels on travaille et qu'on essaye de développer. On essaye de s'améliorer sur la personnalisation, par exemple, ou sur des sujets un petit peu plus opérationnels comme la templatisation. Là, je parle vraiment de CRM pur. Et puis, l'avant-dernier pilier que je voulais mentionner, ça peut paraître peut-être un peu trivial comme ça, mais ça ne l'est pas, à mon sens. C'est qu'on a aussi rebrandé, là je parle purement de CRM puisque c'est mon scope, on a rebrandé le métier de CRM en DDX, donc Data Driven Experience. Voilà, encore une fois, ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais en vérité, ça cache une vraie volonté du groupe de changer quelque part le point de vue sur un CRM peut-être un petit peu très transactionnel, vieillissant, vers quelque chose de beaucoup plus orienté sur la stratégie d'audience, non pas seulement 1P, mais évidemment 2P. Et voilà, je pense que ça dénote aussi une dynamique interne vachement importante depuis ces dernières années et qui, là, quelque part, se matérialise dans les organisations. Et puis, en sous-jacent,
que vous pouvez peut-être pas voir, mais j'ai mis l'A2P, qu'elle soit retailer ou publisher, puisqu'on travaille avec les deux et on regardera un use case ensemble tout à l'heure. Je pense que pour conclure, on s'est beaucoup structuré ces dernières années chez L'Oréal. On est conscient aussi de la donnée à laquelle on a accès, puisqu'aujourd'hui, on se parle de plusieurs dizaines de millions de contacts en propre chez nous sur une échelle européenne. Pour autant, on est parfaitement conscient de la valeur qu'il y a à aller chercher aussi avec les bons partenariats. On n'y va pas à n'importe quel prix, évidemment. Je pense qu'il y a une équation de valeur à aller trouver. Mais on a déjà fait énormément de choses très intéressantes en France ou dans d'autres pays. Et voilà, et je pense qu'on est toujours ouvert à étudier les use cases quand ils se présentent. Merci beaucoup, Julien. C'est une chance aussi de t'avoir et de cheminer à vos côtés depuis ces nombreuses années. C'est assez impressionnant de voir le parcours que vous avez fait et vous structurez pas que votre approche, mais celle de l'écosystème. Et donc justement, si on parle d'écosystème, Stanislas, LiveRamp est un vrai pilier de cet écosystème. D'ailleurs, petite publicité, on a la chance de co-organiser à nouveau le 12 juin à Paris le Data Collaboration Summit. Vous êtes bien sûr tous conviés. Et donc, peux-tu nous planter aussi le décor sur la vision actualisée de LiveRamp sur cet écosystème ? Oui, alors, déjà, merci beaucoup. Merci à Julien d'avoir cité 2 fois LiveRamp. C'est quand même très sympa. Merci de nous recevoir. On est ravis d'être là. Je pense que sur le front européen, effectivement, LiveRamp est très présent sur tout ce qui touche à la data collaboration. Il y a clairement, je pense qu'on peut être assez fier en Europe. Le marché français est quand même un marché qui est extrêmement dynamique et qui fait preuve d'une grande maturité, à la fois sur l'écosystème retail où le retail média a pris tout son essor et la nécessité de pouvoir mesurer, la nécessité d'avoir des approches personnalisées a mené mécaniquement à la nécessité de collaborer. Et il y a des acteurs comme L'Oréal et comme beaucoup d'autres qui poussent les retailers et les retailers eux-mêmes poussent pour faire avancer cet écosystème. Et donc le marché français est vraiment très très actif, là où quand on regarde l'Europe un peu plus large, des marchés comme le UK ou l'Allemagne sont des marchés qui théoriquement en termes de digital media spend sont beaucoup plus gros que la France, mais pour autant ces freins ou ces questions sur la privacy, sur la valeur, etc. n'ont pas été levés à la même allure. Alors effectivement sur le front européen, LiveRamp, effectivement le marché UK et le marché allemand sont des marchés en forte croissance pour nous. On a débloqué des partenariats avec beaucoup de typologies d'acteurs, des retailers évidemment, mais aussi d'autres types d'acteurs dans la santé par exemple, ce qui sont des choses qu'on n'avait pas vues en France, donc c'est très très intéressant. Ensuite sur le sud de l'Europe, c'est encore des marchés sur lesquels je trouve qu'il y a encore une démarche assez transactionnelle avec une approche campagne par campagne. On a encore du mal à voir des investissements à la fois sur la tech, sur l'organisation, sur les cas d'usage, sur une durée un peu plus longue. Donc c'est des marchés qui sont plus difficiles, je trouve, à faire avancer, mais on y travaille. En revanche, au nord de l'Europe, c'est des marchés qui sont plus petits, mais qui ont été construits par des mécaniques de partenariat. Donc le Benelux, la Belgique et les Pays-Bas, en avance de phase, sont très très actifs. Et on a des nouveaux partenariats avec des acteurs de toutes sortes, donc des retailers, mais aussi des publishers qui souhaitent, dans un contexte de disparition des cookies, pouvoir mieux partager leurs données avec leurs marques et réciproquement. Et les Pays-Bas, c'est la même chose. Et puis les Nordics aussi sont aujourd'hui en train d'avancer à grande vitesse. Merci beaucoup. Alban, on l'a dit, enfin Thibaut l'a dit, tu es un habitué du Retail Media Remix. Et donc aujourd'hui, on avait une question un petit peu particulière pour toi. On avait envie de revenir sur une punchline que tu nous avais dite il y a 2 ans. Ticket never lies. Ticket never lies. Alors, on l'avait promis, on le fait. Voilà, Alban, ton cadeau. On a bien tous noté, plusieurs d'entre vous, hier, la petite remarque anodine d'Alban. Voilà, donc il l'a dit il y a 2 ans, c'était la punchline. On va voir la créa parce qu'il y a une très belle DA, c'est un t-shirt promis. Voilà, Receipt never lies, Alban l'avait dit, un ticket de caisse ne ment jamais. Voilà, ton t-shirt est là, il y en a pour toute ton équipe, Alban. Donc, merci beaucoup. Je te laisse maintenant répondre à la question. On t'a fait quelques stickers aussi, si tu veux. Je ferai la vidéo unboxing
Non, mais c'est une belle attention. Merci beaucoup, ça me touche. C'était vraiment le but. C'est pas mon anniversaire. Non, mais on peut le redire et c'est la chance qu'on a. Hein. Je rappelle à tout le monde, Infinity Advertising, c'est une joint venture entre Intermarché et le groupe Casino qui a été créé il y a bientôt 4 ans. On agrège les données transactionnelles issues de 17 millions d'encartés fidélité. Et quand on parle d'un ticket de caisse, c'est aussi un bon d'achat dans un site de e-commerce. Et pourquoi je disais cette phrase-là, c'est qu'on a la chance sur la verticale alimentaire d'avoir une masse de données monumentale. Je rappelle, hein, en moyenne, c'est 1,8 visites par semaine dans un magasin alimentaire. Donc on a de la donnée en masse et on a cette fréquence. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de verticales en dehors de l'alimentaire qui ont ce contact régulier avec leurs encartés. Donc ça, c'est vraiment une vraie chance puisque un ticket de caisse, on peut tirer beaucoup d'informations sur l'adresse du magasin, le détail des EN que vous allez avoir. Mais si on l'a une fois, 2 fois par an, c'est difficile de tirer des conclusions, des analyses. Avec cette fréquence d'achat, quand on voit la personne quasiment 2 fois par semaine, on peut aller très très loin et tirer des conclusions et donc se permettre de dire que là, on a de l'info qui est sûre, vérifiée et qui permet derrière d'apporter beaucoup d'insights pour les marques, puisque nous, notre rôle chez Infinity, c'est de conseiller les marques qui sont référencées dans les 3 enseignes qu'on accompagne. Donc la punchline tient, maintenant elle est gravée dans le marbre ou gravée sur le t-shirt. Et peut-être donc pour aller plus loin et pour montrer ce qui s'est passé depuis ces 2 ans, on va peut-être parler d'un cas d'usage concret qui nous anime tous ici présents et qui illustre la tendance de fond. Elle est vraiment importante des retailers à ouvrir davantage l'accès à leurs données de manière granulaire. Il y a plein de formats, plein de modèles, on en a parlé, mais il y a quand même une lame de fond qui résonne de plus en plus fort. C'était intéressant de voir aussi la force avec laquelle TF1 a pris la parole tout à l'heure. Et c'est pas un retailer, mais ça fait bouger les choses aussi, parce que ça fait bouger les choses quand les retailers et les marques, mais aussi les publishers dansent ensemble dans cette structuration de l'écosystème. Donc il y a un vrai changement majeur dans l'approche des partenariats entre retailers et marques. Et peut-être que vous allez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez fait avec L'Oréal récemment. C'est la meilleure preuve peut-être que ces tickets de caisse ne mentent pas. Ouais. Je crois qu'il était prévu que je le présente, mais je peux te laisser, Alban, vas-y. Non, mais je vais quand même rebondir sur ce qu'a dit Julien juste avant. Ce qui est important, parce que là on va parler d'un case sur une clean room, c'est le côté win-win. Il n'y a pas de modèle préempté sur ces sujets-là et il faut avoir une certaine agilité. Chaque marque est structurée différemment. Et dans l'historique qu'on a chez Infinity avec L'Oréal, ça fait plus de 3 ans qu'on travaille avec eux, on n'est pas allé tout de suite sur ce modèle parce qu'on a déjà appris à travailler ensemble. On a travaillé sur une partie manage et au bout d'un moment, et ça je pense que c'est vraiment la conclusion de l'expérimentation qu'on a eue là en 2024, c'est que cette clean room, elle nous a permis d'aller plus loin avec eux. Et on est allé plus loin parce qu'ils avaient cette maturité. Et ça, c'est hyper important. Je pense que Julien t'en parlera, mais tout ça, ça a demandé aussi de la structuration en interne, bien sûr du staffing, de l'évangélisation, et puis d'avoir une montée en expertise en se faisant accompagner par un tiers de confiance. Et donc, je parlais du côté win-win et nous, on l'a pris comme ça pour dire on nous demande plus de transparence. Pour L'Oréal, il fallait aller sur ce modèle de clean room avec un tiers de confiance qui est Numberly. On a d'autres marques où on nous demande aussi cette transparence, mais on reste sur un modèle manage parce qu'il faut de la ressource. La clean room, c'est pas non plus un modèle qui est accessible à tout le monde. Sur cette démarche-là, sur la transparence, sur le modèle manage, nous, la semaine dernière, on a été certifié par le CSP. Donc, c'est un process d'audit qui a duré 4 mois où les équipes d'Infinity et les outils ont été audités et on est la première régie retail média en France à avoir cette certification. Donc voilà,
la transparence, nous, on la prouve en ouvrant régulièrement le capot à des auditeurs ou, inversement, en donnant directement accès à notre data via ce modèle de clean room. Et la conclusion, c'est vrai que sur ces 6 mois de collaboration, je vais te laisser Julien, mais aussi avec l'aide bien sûr des équipes de LiveRamp et de leur technologie, je pense qu'on a gagné en agilité au niveau collectif, et on est arrivé à un accompagnement où on est sur du sur-mesure. Nous, pendant les 3 années de création d'Infinity, on a standardisé un certain nombre de process, d'outils. Là, inversement, sur L'Oréal, qui a une expertise, je pense, vraiment supérieure à tout ce qui peut se faire sur le marché sur ces sujets-là, on a dû tout casser pour faire quelque chose de sur-mesure et aller plus loin dans les KPI. Donc, peut-être aussi, Numberly, vous pourrez présenter ce que vous avez fait sur la mesure, puisque là, on a ajouté un certain nombre de KPI qu'on n'avait pas, nous, dans notre package standard. Je te laisse commenter ce cas. Oui, avec plaisir. Merci Alban. Non, mais je pense que c'est effectivement un use case qui témoigne de ce dont je parlais tout à l'heure. On a entendu depuis le début de l'après-midi pas mal de buzzwords, de collaboration, la data évidemment, clean room, etc. Là, on est en plein dedans. Derrière tout ça, il y a une volonté d'abord de mise en commun de la donnée. C'est un peu le principe évidemment de la clean room, et Stan pourra peut-être ajouter après moi, mais il y a vraiment encore une fois une prise de conscience de la valeur de la donnée que nous on a, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, aussi de la valeur qu'il y a à aller chercher dans de la mise en commun de valeurs, et en l'occurrence avec Infinity. Derrière tout ça, il y a aussi et surtout des vraies questions business auxquelles on souhaite répondre. Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment important de garder en tête que tout ça, on le fait pour répondre à quelque chose. Je crois qu'on l'a mentionné tout à l'heure, que c'est pas une recherche non plus tous azimuts en quelque sorte, c'est pas une course en quelque sorte à avoir des réponses finalement à des questions qu'on se pose pas véritablement. Donc nous on a des vraies questions business pour lesquelles on veut des réponses. Et ça a été le cas avec ce partenariat. Je voulais aussi préciser que derrière tout ça, il y a énormément de travail en interne, il y a beaucoup d'upskilling, parce que tu le disais Alban, une technologie clean room, et Stan, je pense que tu seras d'accord, c'est pas si simple à aborder que ça. Je pense que ça reste des technologies assez nouvelles, en tout cas pour nous. Donc ça nécessite de l'upskilling. C'est aussi un effort très multifonctionnel. Moi je représente le CRM, mais en réalité c'est un effort qui fait appel aux équipes médias, aussi aux équipes commerciales. Donc c'est vraiment un effort, je dirais, collectif. Mais voilà, les résultats sont là. C'est des beaux use cases qu'on cherche à scaler à travers l'Europe, quand, encore une fois, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il y a un partenariat intéressant à aller chercher. Donc non, on peut être fier, je pense, de cet exemple. Stan, je ne sais pas si tu veux donner le point de vue peut-être LiveRamp sur ce travail. Je vais juste te dire que je suis tout à fait d'accord. Effectivement, je pense que Infinity et L'Oréal ont fait des superbes use cases dans cette phase de test en 2024. J'espère que ça va continuer. Mais effectivement, ça nécessite une maturité à la fois du côté de la marque et aussi du côté du distributeur. Je pense qu'on y reviendra plus tard, mais c'est pas juste. On met en place une plateforme technique. Derrière, il y a des enjeux légaux, il y a des enjeux privacy. Évidemment, il y a des enjeux techniques purs de ressources pour effectuer et opérer les use cases. Il y a des enjeux d'organisation, et quand on regarde aujourd'hui la façon dont traditionnellement un distributeur ou traditionnellement une marque sont structurées, vous avez généralement des organisations qui sont en silo, avec une équipe média, une équipe CRM, une équipe CMI, une équipe sales ou achat du côté du distributeur. Et en fait, la collaboration, elle a vocation à transformer tous les usages de toutes ces différentes équipes. Mais ça nécessite de mettre en musique ces différents acteurs pour pouvoir jouer ce jeu-là. Et ça nécessite de l'accompagnement, de la montée en compétences et de l'upskilling, effectivement. Ouais, absolument. Et sur ce sujet de la transformation, justement, ce use case, il illustre le fait que certains retailers se tournent vers un modèle de clean room et donnent un accès un peu plus direct à leur data, à certains tiers de confiance, comme Numberly par exemple. Comment tu vois, toi, Alban, ce que ça implique en termes de transformation, en termes aussi d'évolution des rôles des différentes parties prenantes dans des cas de sujets comme ça? Aujourd'hui, sur ce sujet du retail média, on va dire 3 grandes familles d'acteurs, donc le retailer, la marque FMCG bien sûr, et puis les agences. Quand je dis agences,
je vais autant parler d'agences indépendantes comme Numberly que des agences du Big Five média type Publicis, Havas et consorts. Le retailer, il y a encore énormément de travail à faire, nous, sur cette partie donnée, parce que cette donnée, il faut la collecter, mais comme l'a dit Stan, il y a un cadre légal à respecter, donc il faut la collecter avec les bons opt-in, et puis surtout, il y a des sujets de data quality. Et ça, nous, on va dire, il y a encore beaucoup de travail de notre côté, puisqu'on a des données encartées avec des sources de collecte qui remontent à plus de 10 ans. Quand on a des encartés qui ont été collectés il y a autant de temps, généralement, la qualité n'est pas bonne. Ça veut dire qu'on ne peut pas derrière nous les exploiter correctement. Donc on a encore énormément de travail, on a un stock de données qu'il faut traiter au fur et à mesure. Et donc ça, c'est un énorme travail chez les retailers pour remettre à niveau ces bases, parce que c'est des sujets qui n'existaient pas auparavant. Chez les retailers, il y a un autre sujet aussi qui est aussi de décloisonner. Je crois que Julien t'en parlait du décloisonnement aussi dans les métiers chez l'annonceur. Mais on a la même chose chez les retailers. On a des sujets de supply chain, on a des sujets d'achat et on a des sujets, bien sûr, de gestion de revenus. La clean room aussi, elle doit apporter cette vision 360 d'un retailer à l'annonceur. Et puis après, sur les agences, on a Arthur Sadoun, de président de Publicis, qui l'a dit à Tech for Retail au mois de décembre. Hein, il prévoit en 2025 que ces gros annonceurs dépenseront plus en retail média qu'en télé. Donc, même sujet chez eux, quand on arrive à ce niveau d'investissement, ça nécessite une structuration. Et ça, on le voit, les agences ont commencé. Mais à mon goût, ce n'est pas encore suffisant. On est encore totalement cloisonné. La data Infinity, elle est accessible, par exemple, sur TF1+. C'est-à-dire qu'on a un partenariat avec les équipes de FX qui a parlé juste avant. Aujourd'hui, c'est complètement travaillé en silo chez les agences. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va gérer un plan télé et qui va faire appel à nos segments. Et de l'autre côté, on va avoir une autre équipe qui va potentiellement demander d'autres segments pour la même marque, mais pour une activation sur des sujets digitaux, réseaux sociaux, etc. Il n'y a absolument pas de communication. Donc ça, c'est un vrai sujet, moi, qui me préoccupe beaucoup, parce que on crée des erreurs en restant en silo entre l'achat média traditionnel type télé, affichage et des cellules retail média. Toutes les agences, aujourd'hui, vous avez des cellules retail média, Publicis Commerce, Havas Commerce, etc. Il faut qu'elles grandissent davantage, mais ça viendra avec aussi les investissements que ça représente. Et donc vous, en tant que Infinity, vous jouez aussi un peu ce rôle de prévenir et de dire attention, en fait, on est aussi contacté par telle équipe qui nous demande aussi des c'est tentaculaire, les agences médias. Et donc oui, c'est un travail de couverture, mais qu'on fait tous main dans la main. Donc nous, on fait beaucoup. Ça a été le cas notamment avec L'Oréal, où on a fait des meetings avec TF1, justement. Donc Infinity, TF1, L'Oréal, pour travailler justement non plus en silo et avoir une approche globale, puisqu'on a fait des premiers tests en télésegmenté, puisque TF1 a aussi sa clean room LiveRamp. Donc tout ça maintenant est interconnecté. Et c'est que le début, c'est hyper intéressant. C'est un peu casse-gueule aussi, hein, parce qu'il y en a partout. La data, elle est en train d'infuser à tous les niveaux. Et à un moment donné, voilà, on a besoin aussi de créer des nouveaux rôles chez les retailers, nouveaux rôles chez les annonceurs et bien sûr chez les agences. Merci beaucoup, c'est passionnant. On redessine du coup les échanges de valeur. On dépasse le média, on décloisonne, on collabore. Et donc peut-être, Stan, tu peux aussi commenter sur, au-delà du média, qu'est-ce qu'on peut faire en data collaboration ? Oui, bien sûr. Si on regarde le retail en tant que tel, en tout cas pour commencer, en fait, la data collaboration, elle existe depuis longtemps. Elle s'est longtemps traduite par des contreparties dans les négociations et les accords d'achat entre le distributeur et la marque. On appelle ça à l'époque le data sharing. L'essor du retail média a fait qu'on a eu besoin de mettre dans ces échanges la donnée consommateur. Et évidemment, tout ça, ça va avec des contraintes et des obligations de respect de la confidentialité et de la vie privée des consommateurs. Donc ça nécessite ce qu'on appelle des clean rooms, et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui la data collaboration. Mais
aujourd'hui, les retailers traitent le sujet de la data collaboration comme étant en effet un levier qui vient supporter le retail média, que ce soit pour aller faire de l'activation off-site ou aller faire de la mesure plus précise, déterministe. Mais je pense que le modèle de demain, c'est d'aller faire transformer l'intégralité, c'est ce que disait Alban, de ce grand programme de collaboration entre une marque et un retailer. Et aujourd'hui, une marque et un distributeur ne collaborent pas que sur le média. Il y a beaucoup d'autres enjeux qui auraient vocation à pouvoir être améliorés dans la collaboration en plaçant la donnée consommateur au centre. Je crois qu'on avait une petite slide à ce sujet, mais quand on regarde très très concrètement, on l'a dit, ça nécessite de la transformation du côté des marques et du distributeur, mais les enjeux retail média sont un enjeu de la collaboration distributeur-marque. Il y a évidemment les enjeux médias. Aujourd'hui, une marque va traiter ses enjeux médias et retail média potentiellement différemment, avec des poches de budget différents, alors que la donnée d'EP, donnée d'un distributeur, pourrait lui permettre aussi d'avoir un indicateur de l'impact de ses campagnes d'awareness et de chacun de ces dollars médias dépensés sur ce qui se passe en magasin. La façon de gérer les insights pour une marque, la donnée d'un retailer peut avoir énormément de valeur à l'échelle pour définir des profils sociodémos et traduire ça, utiliser ça dans l'intégralité des process d'une marque. Évidemment, la partie commerciale, c'est un enjeu absolument majeur. Aujourd'hui, les deux blocs après Sales et Catman RGM, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces modèles-là pour demain avoir des modèles où les marques et les distributeurs sont capables de discuter de ce qu'on appelle aujourd'hui des joint business planning qui couvrent l'intégralité des sujets. Comment est-ce qu'une marque demain est capable de dire je voudrais mettre plus en promo, moins en promo personnalisé, plus en retail média et avoir une seule et unique discussion. Mais ça nécessite énormément d'upskilling de l'intégralité des équipes qui interagissent entre une marque et un distributeur. Donc ça, c'est pour le retail en tant que tel. Et puis la data collaboration, on le voit aujourd'hui. Nous, on travaille aujourd'hui avec des typologies d'acteurs très très différentes sur d'autres verticales. Donc si on passe à la slide suivante, par exemple, la data collaboration permet de couvrir une multitude de sujets différents. Donc quelques exemples, on travaille par exemple avec des banques ou des établissements de crédit qui, au moment de donner un crédit à un consommateur, ont besoin de s'assurer du niveau de risque qu'ils prennent avec ce consommateur-là. Et donc là, une clean room peut être utilisée pour obtenir un assessment du niveau de risque de la personne en question avant de lui autoriser le crédit. L'amélioration du service client dans l'industrie du travel ou de l'hospitality, il y a des enjeux majeurs qui existent depuis longtemps aussi entre l'hôtellerie et les airlines pour mieux faire parler ces systèmes ensemble, pour mieux faire parler leur savoir, pour améliorer de bout en bout l'expérience d'un voyageur, depuis le moment où il va réserver son voyage jusqu'au moment où il arrive dans son hôtel, en incluant la réservation du taxi, la prise en charge des bagages et l'expérience en aéroport. Voilà, donc il y a beaucoup de cas d'usage de collaboration, et aujourd'hui on voit aussi évidemment les éditeurs, mais les plateformes aussi se poser la question de comment est-ce que je peux encore mieux satisfaire mes marques avec le média qu'elles dépensent chez moi pour leur donner une visibilité sur la mesure, pour leur permettre de personnaliser les expériences. Et donc tous ces acteurs-là sont en train de se doter de leurs propres solutions ou de solutions prestées de technologies de clean room. On a la chance, je viens de parler aussi, d'accompagner un large spectre de secteurs dans cette transformation. On dit un peu parfois data collaboration is everywhere, mais on entend aussi que c'est parfois vertigineux pour nos clients. Ils ne savent pas toujours par où prendre le fil, disons, le bout. Ça peut être coûteux et perçu comme complexe. Et donc la question qu'on entend aussi, c'est comment on se prend pas les pieds dans le tapis? Est-ce qu'on doit s'équiper tout de suite? Quel est votre conseil pour commencer? Alors, je pense qu'effectivement, l'enjeu de la data collaboration est coûteux au regard de ce qu'on vient de dire, parce qu'il y a des investissements techniques potentiels, il y a potentiellement aussi la nécessité d'acheter la donnée aux partenaires avec lesquels vous souhaitez travailler, il y a des enjeux de formation, des enjeux d'équipe et de ressources. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'évoluer. On a des mécaniques où les modèles de vente de la solution technique sont en train d'évoluer et de se variabiliser au regard de la valeur qui est générée, par exemple. Il y a aussi l'échange de valeur autour de la donnée, où le premier réflexe va être de dire c'est une licence, voilà, tu vas acheter ma donnée à tel prix. Mais ce modèle-là est vraiment en train de changer, notamment, Julien l'a dit tout à l'heure, parce que dans la collaboration entre la marque et un distributeur, il y a beaucoup de valeurs que la marque peut aussi apporter au distributeur. Donc le distributeur connaît très très bien ses shoppers, mais la marque connaît très très bien les consommateurs. Et il y a et les catégories notamment. Et là, il y a beaucoup d'échanges de valeurs qui peuvent être différents de juste un investissement, on va dire, financier, purement financier.
Donc là, ces modèles de partage de valeur sont aussi beaucoup en train de changer. Après, mon conseil, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que la data collaboration, c'est potentiellement coûteux, mais il ne faut pas regarder le coût, il faut regarder la valeur que ça génère. Et donc, si on prend si on définit bien ces cas d'usage, on en sort évidemment bien rentable. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord commencer par des tests avec des partenaires retailers qui aujourd'hui sont déjà équipés de la partie technique, donc ce qui est quand même un accès facilité à cet enjeu-là. Et puis il y a aujourd'hui sur le marché des acteurs comme Numberly, mais il y en a d'autres dans la salle, qui sont extrêmement experts sur le sujet. Donc avant de se lancer dans des investissements et des évolutions organisationnelles qui sont coûteuses, il faut faire appel à ces personnes-là. Merci beaucoup à tous les trois. Avant qu'on vous pose notre question fil rouge de l'après-midi, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à distance ? Bonjour, moi j'avais une question pour vous Alban, c'était justement dans la partie modèle organisationnel. Comment vous gérez, comment vous situez aujourd'hui sur cette next step, c'est-à-dire on se dit voilà il y a beaucoup d'enjeux là-dessus, mais comment concrètement vous projetez ces défis de demain, et en particulier avec le fait d'avoir plusieurs enseignes entre guillemets à couvrir dans cette gestion organisationnelle? Spécifiquement sur le sujet Clean Room ? Non, je dirais au global dans la gestion des campagnes. Là, par exemple, on présente Infinity L'Oréal. Merci, pardon. Infinity L'Oréal, finalement, ça dit beaucoup de choses en termes de campagne. On se demande comment on a géré sur les différentes enseignes et comment demain on progresse, quoi. Nous la promesse d'Infinity originelle en 2021, on la garde toujours, et c'est toujours le même positionnement chez nous, c'est simplifier l'accès au retail média aux annonceurs. On a un marché qui est complètement éclaté aujourd'hui. Je parle encore une fois que sur ma verticale alimentaire. Il y a trop d'acteurs. C'est propre au marché français, c'est un des pays où il y a le plus d'enseignes, même s'il y a une grosse vague de concentration avec les ventes de Casino et de Cora. Ça commence à se concentrer, mais on a quand même toujours une dizaine d'enseignes. Donc pour une marque, de faire du retail média aujourd'hui en France, c'est vraiment pas simple, puisqu'on a tous fait le même chemin d'aller internaliser sa régie retail média pour chaque enseigne. Donc les 4 gros ont leur régie. Et donc nous, c'est toujours la même chose. Il faut absolument continuer à concentrer, à unifier l'offre. C'est pareil, il y a un problème de compréhension de l'offre qui est souvent différente d'un retailer à un autre. Donc je me mets à la place de l'annonceur, c'est en termes de wording, en termes de promesses, c'est compliqué. Donc ça, c'est toujours le même objectif pour les 2 prochaines années. Donc il faut qu'on arrive à uniformiser tout ça. Après, si je prends le sujet L'Oréal, il y a un sujet légal qui fait que ça a simplifié aussi la mise en place de ce partenariat. On l'a fait que sur l'enseigne Intermarché. C'était la seule enseigne où on avait suffisamment de base avec le bon niveau d'opt-in. Pour faire ce genre de partage, il faut une autorisation aussi de l'encarter. Et il faut que ce soit un consentement qui soit éclairé. Donc ça, déjà, c'est pour ça aussi, nous, en tant que retailer, il y a encore un gros travail sur la collecte et sur la qualité. Donc ça peut être aussi un filtre qui est direct. Moi, j'ai une question, peut-être pour toi, Julien, dans ton rôle européen, finalement, tu côtoies beaucoup de retailers, tu nous as montré l'historique, et je trouve passionnant de voir que chez vous, au fond, c'est beaucoup par le cross-marque, ce que tu nous disais dans les prep calls, que vous êtes arrivé à ce degré de maturité, d'expertise en Europe. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux nombreux distributeurs européens qui nous regardent et qui nous écoutent là aujourd'hui ? Merci Thibaut pour l'opportunité. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Que j'espère avoir montré, même si les slides étaient assez macro, qu'on s'est beaucoup structuré, qu'on a pas mal de choses, je pense, à proposer, à offrir. On a déjà beaucoup d'exemples d'ailleurs existants. Pas qu'en France, on a pris cet exemple-là, mais si tu me donnes l'opportunité aussi de parler
un petit peu plus largement, en Europe, on a d'autres très belles choses qui sont faites, certaines via des clean rooms. Parfois aussi, on fait des choses très intéressantes en dehors d'un environnement de clean room. Mais non, je pense que voilà, s'il y a de la valeur mutuelle à aller chercher, nous, on a maintenant globalement une maturité technologique, interne tout simplement organisationnelle, et puis aussi sur les sujets dont parlait Alban, privacy. Donc on a, je vais quand même pas parler d'agilité en termes de privacy parce qu'on en est loin, mais je veux dire on a acquis beaucoup de choses, on a répondu déjà à pas mal de questions, donc c'est aussi l'opportunité, je pense, de travailler ensemble et voilà. Et je pense qu'en tant que leader de la beauté, on a pas mal de choses aussi à offrir, comme disait Stan tout à l'heure. Les marques aussi ont des choses à apporter aux retailers et aux publishers, donc c'est ça que je dirais, Thibaut. Génial, merci Julien. On a une question en ligne de quelqu'un qui nous demande quel est finalement le secteur qui investit le plus dans la data collaboration aujourd'hui. Peut-être Stan, tu peux prendre la question et Alban donner ton avis. Alors, si on regarde le marché français, je pense qu'on est aujourd'hui, et Alban l'a dit, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché du retail, de plus en plus qui sont en train de s'équiper ou en tout cas d'avancer sur ces sujets de data collaboration. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est le marché du retail qui investit le plus en France, mais c'est quelque chose qui n'est pas vrai dans les différents marchés, notamment quand on regarde les US. On va dire que la thématique de la data collaboration couvre une multitude de secteurs. Le secteur de la santé est un secteur qui est extrêmement friand de la thématique de la data collaboration et très très avancé sur le sujet. Le secteur de la banque est aussi un gros investisseur dans ces problématiques de clean room qui, pour ces acteurs-là, au-delà d'avoir des contraintes, on va dire réglementaires liées à la privacy, ont aussi des contraintes de sécurité, donc ça fait encore plus sens pour eux, ce qui sont des marchés qui mettent un peu plus de temps à démarrer. Voilà. Et puis les secteurs qui arrivent, c'est le travel hospitality, je pense, qui est en train de démarrer fortement en Europe. Un grand merci à vous trois. Le mot de la fin du coup de chacun, dans les 15 secondes qui nous restent, votre souhait pour le marché français du retail média en 2025. Alban? Alors, ce ne sera pas en un mot, mais moi, mon souhait, c'est que les marques arrêtent de picorer ces sujets-là. Il faut tester dans la longueur, il faut faire du fil rouge. Il n'y a que comme ça qu'on apprend, et il n'y a que comme ça qu'on progresse collectivement. Mais le fait de picorer et de tirer des conclusions avec un mois de test, franchement, c'est une perte de temps. Julien? En 3 mots, collaboration et valeur mutuelle. Merci. En un mot, je vais dire adoption. Au sein du retail média, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs retailers qui sont équipés. C'est important que les marques suivent et avancent. Et puis en dehors, on l'a dit tout à l'heure, mais l'enjeu, je pense, pour les acteurs qui souhaitent mieux parler à leurs consommateurs, c'est de construire cet effet de réseau et d'aller chercher la donnée pertinente là où elle se trouve. Donc ça veut dire ne pas aller la chercher que chez les distributeurs, mais aussi ailleurs, avec d'autres types d'acteurs. Donc il y a pour moi un enjeu fort d'adoption dans toutes les verticales. Adopter, ne pas picorer, merci beaucoup. Et à la suite. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors pour notre prochaine table ronde qui s'intitule « La lumière à tous les étages », évidemment, on a décidé de recevoir Philips Hue.